Et c'est parti pour un autre cours d'analyse et modélisation. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est un petit recap de ce qu'on connaît, ce qu'on a appris la semaine passée. Donc, on est en train d'étudier, d'évaluer des diagrammes UML. UML qui est le Unified Modeling Language. Hein, le but de la modélisation, c'est d'être capable de représenter des réalités, des problématiques, des processus d'une manière plus simple que du code ou d'avoir une implémentation d'une solution. Donc, la modélisation, habituellement, ça représente des boîtes, des carrés, okay, des flèches pour être capable de représenter des problématiques, des codes d'utilisation, des acteurs, des processus, des fonctions, des propriétés. Donc, tout ce qu'on veut utiliser dans le domaine de l'informatique, la modélisation veut modéliser, c'est ça le terme qu'on utilise, d'avoir une représentation graphique, les différents éléments, les différentes problématiques, les différents processus. Donc, on avait commencé avec un premier diagramme UML qui était le diagramme de cas d'utilisation, en anglais le Use Case Diagram, qui me permettait d'avoir une espèce de vue d'ensemble de qu'est-ce que notre système, hein, puis ici on utilisait le mot système comme une enveloppe de qu'est-ce qui est géré par nous. Qu'est-ce qu'on est supposé être en train, sur quoi on est supposé être en train de travailler. Okay? Donc, je suis en train d'écrire un logiciel, je suis en train de gérer une base de données, je suis en train de faire quoi que ce soit. Ce qui m'appartient, okay? Ce qui est de ma responsabilité, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le système. Donc, on avait le principe qu'on a une boîte, okay? Qui est la représentation de notre système. À l'intérieur de ce système-là, on avait des cas d'utilisation, donc des ellipses avec des verbes ou des actions à l'intérieur qui représentaient les actions que tu peux prendre sur ce système-là. Donc, je m'en vais à une banque ou un guichet, ben, je vais être capable de retirer de l'argent, je vais être capable de déposer de l'argent, je vais être capable d'imprimer mon relevé. Donc, on avait différents cas d'utilisation. On avait ensuite le principe des personnes qui vont pouvoir être soit les déclencheurs de ces cas d'utilisation-là, ou sinon des éléments qui vont être investis dans le code d'utilisation, qui vont avoir une répercussion par rapport au code d'utilisation. On parlait dans ce cas-ci d'acteurs. Puis après ça, ensuite, entre ces deux éléments-là, entre les codes d'utilisation et les acteurs, on avait le principe d'association. Okay? Donc, on avait une association qui était une relation 1 à 1 entre un code d'utilisation et un acteur. On avait ensuite vu différentes versions pour étendre ces possibilités-là. Donc, on avait vu la méthodologie de généralisation. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qui va revenir en fait dans plusieurs domaines d'informatique. Le principe de généralisation ou spécialisation, dépendamment de quel côté tu regardes. On parle aussi d'héritage. Okay? C'est tous des termes qui parlent du même système, qui parlent de la même nomenclature. Donc, le principe dans la généralisation, c'est qu'on a une classe, un code d'utilisation général, okay, qui va être celui-là plus large, puis on va avoir des spécialisations, okay, qui vont hériter de tout ce que la version générale est capable de faire, puis il va avoir aussi ses propres différents éléments. On avait vu aussi des relations d'extension, puis des relations d'inclusion. Donc, on avait vu le extend et le include avec leurs flèches rayées, qui me permettaient d'indiquer, okay, avec l'extension, hein, que le B étant le A. Donc, on a une utilisation facultative de B par A. Donc, quand A est activé, je peux aller activer B de manière facultative. Ce n'est pas obligatoire. Puis après ça, on avait parlé de l'inclusion, que A inclut B. Ben, dans ce cas-là, c'est que le A a
obligatoirement l'utilisation de B. Donc, faire attention au sens des flèches, et ainsi de suite. Fait qu'avec ces principes-là, on avait été faire une série d'exercices. Ici, juste une mention, là, donc dans les séries d'exercices, pour éviter n'importe quelle confusion, okay, on avait jasé des pratiques courantes par rapport au diagramme UML officiel, puis les pratiques courantes. Okay? Donc, dans ces pratiques courantes-là, quand il y a juste un élément, des fois, on n'est pas obligé de mettre le lien. Ce genre de choses-là ne seront jamais dans des questions. Donc, le principe ici, c'est que si tu as juste un lien, puis qu'il y a. Il ne devrait jamais avoir un code d'utilisation qui est juste tout seul. Okay? Ça ne devrait jamais arriver. Puis, s'il n'y a pas de lien, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y aura jamais d'association implicite dans les questions. Parce que des fois, ça peut faire en sorte que la réponse va être ambiguë. C'est quelque chose que j'avais eu quelques questions durant la session de la semaine passée. Est-ce qu'avant qu'on commence de jaser sur les questions, il y avait des questions d'ordre général, des choses que vous n'avez peut-être pas compris? Là, on va aller refaire chacune des questions, puis on va aller voir les réponses ensemble. Là. Fait que si ça tombe là-dedans, vous pouvez attendre pour poser les questions. Mais si vous avez des questions sur des choses peut-être qui ne sont pas couvertes dans les exercices, il est le temps de faire valoir sa parole, ou sinon, ça a semblement bien été. Oh, j'ai une question d'Abderraouf. Oui, bonjour. J'ai une petite confusion entre include et l'héritage, Mhm, c'est-à-dire au niveau de l'exécution de la partie inclus. mhm. Donc, le principe, c'est que dans l'héritage puis la généralisation, ça va faire partie de la même famille. Donc, le principe ici, c'est que A serait une version généralisée d'une action. OK? Puis le B serait une version spécialisée de la même action. Donc, le principe, c'est que B est un élément à part, mais va inclure tout ce que A est capable de faire. Donc, B va faire les choses que A fait, puis en plus, il va faire les choses que B fait. Okay? Donc, c'est le principe de ça fait partie, par exemple, de la même famille, la même catégorie d'action, de la même genre d'éléments, de la même principe quand on parle de la généralisation, mettons avec les classes, on parle des animaux, puis après ça, on parle des chats, des chiens, okay, des oiseaux dans les spécialisations. Ok. Quand on travaille avec. Oui. C'est-à-dire lorsqu'on exécute, par exemple, A, B est automatiquement exécuté, c'est ça? Non. Ici, le principe, c'est que A peut être exécuté, okay, qui serait une version générale, mais quand on exécute B, B va faire toutes les mêmes choses que A fait, plus d'autres choses. Ah, ok. Okay? Tandis que dans la relation d'include, puis ici, même si j'ai répondu, je vais être certain de répondre pour toutes les autres personnes qui n'ont pas posé le même genre de questions, mais qui l'ont en tête. Donc, ici, le principe de la relation d'inclusion n'a pas de lien contextuel entre les deux cas d'utilisation. Donc, ça peut être quelque chose de complètement séparé, qui n'ont pas de contexte lié. OK? Donc, c'est juste qu'on fait l'un avec l'autre. Mais ce n'est pas un ajout. Ici, c'est ça comme la distinction entre les deux. Mais bonne question. Ok, c'est clair, merci. Super. Excellent. Donc, juste aussi, avant de commencer à regarder ça, j'aimerais bien prendre le pouls de la classe. Donc, quand on demande ça, le principe, ça va être de répondre avec une valeur numérique dans le chat, une valeur numérique allant de 1 à 5. 1 étant ça va mal, 5 étant ça va très bien. Je vous demanderai comment ont été les exercices. Okay? Donc, si vous avez fait les exercices, vous avez regardé les réponses, vous les avez toutes eues du premier coup, on peut très bien mettre 5. Si vous avez fait les exercices, il y a eu certaines affaires que vous n'étiez pas certain, mais après ça, vous regardez un peu la réponse, vous commencez pas mal à comprendre. Il y a peut-être une question que vous n'êtes pas sûr. Ça serait autour de 3.
Si vous n'avez pas réussi à répondre aux différentes questions, ben là, on commence à être autour du 2. Puis s'il n'y a aucune des questions qui a été répondue, vous regardiez les réponses, ça ne vous dit rien, on serait autour de 1. Fait que je vous demanderai de mettre dans le chat de 1 à 5 comment est-ce que ça l'a été. Puis on va attendre juste quelques réponses. Si vous vous sentez pas à l'aise, vous pouvez me faire un message personnel. Je m'attends à ce que ça soit autour de 3 en passant. Là. Fait que le principe, c'est que c'est pas supposé être nécessairement super facile. Mais on est supposé avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Hein. Je vois que la moyenne semble être autour de 3. Fait que ça ne semble pas mal aller. Excellent. Donc, super. Fait qu'on va regarder les différentes questions, puis on va y répondre ensemble pour bien assimiler cette matière-là. Donc, première question. On demande de modéliser la situation suivante avec un diagramme de cas d'utilisation. Donc, on veut lire la situation, puis on va essayer de déceler les mots-clés qui vont nous permettre de représenter la situation. Donc, on a une réparation, OK, qui peut être effectuée. Bon, la réparation, ça semble être l'action. Donc, je m'attends à avoir un cas d'utilisation qui représente ça. Ici, on va voir ça. Puis, on a ensuite, ça peut être effectué par un maître, ça peut être effectué par un stagiaire, ou ça peut être effectué par tout autre employé de l'équipe de réparation. OK? Donc, je vois ici que ultimement, il y a comme 3 types de personnes, 3 acteurs qui vont être capables de faire cette représentation-là. Fait que je m'attends à ce qu'il y aille jusqu'à 3 types de personnes qui soient capables de le faire. Mais il faut faire attention parce que quand on fait des associations, l'association va toujours impliquer tout le monde qui est associé. Hein? Fait que quand on demande de faire une réparation ici, de la manière que c'est présenté, je m'attends à ce que ce soit une de ces 3 personnes-là qui va être capable de faire la réparation. OK? Ce n'est pas les 3 personnes en même temps. Donc, je m'attends à ce que sur le use case lui-même, il y ait seulement une association. Parce qu'il y a juste une personne qui va être interpellée par faire la réparation. Fait que si on regarde qu'est-ce qui se passe avec nos choix, OK? Donc, on avait 5 choix disponibles. Déjà là, juste avec la prémisse que je nous ai donnée, on peut couper certains des choix. Donc, si je regarde ici en partant du bas, le dernier, c'est, oui, les 3, mais c'est les 3 en même temps. Ça veut dire que pour faire la réparation, il faudrait avoir comme tout le monde. Même principe pour l'avant-dernier. Si on a 2 associations, ça veut dire qu'il va y avoir 2 acteurs en même temps pour ce cas d'utilisation-là, ce qui n'est pas notre cas. Même principe pour le C. Donc, on n'en veut pas 2, on en veut juste 1. Fait qu'il me reste le A ou le B pour être capable de décider lequel que je vais utiliser. Là, je peux voir aussi qu'on utilise de la généralisation pour être capable de dire qu'on a un employé, puis dans tous les employés, on a la spécialisation d'un maître, puis la spécialisation d'un stagiaire. Donc, on peut voir ici, c'est la même représentation pour le B, mais à une différence près. On utilise le mot-clé abstract. Donc, le mot-clé abstract, si on revient à la semaine passée, est utilisé quand la représentation de cet acteur-là ne peut pas représenter un élément concret. Donc, ça voudrait dire que dans la généralisation, il n'y a pas quelqu'un qui peut juste être un employé. Faudrait que ça soit une des 2 spécialisations qui ferait l'action. Puis dans ce cas-ci,
ça ne fonctionne pas parce que nous, on veut que ce soit un maître, un stagiaire ou tout autre employé ou tout autre employé. Donc, dans ce cas-ci, la bonne réponse, c'était notre A parce que c'était le seul qui avait une seule association, puis c'était la seule qui nous permettait que les trois types d'acteurs soient capables de répondre au use case. J'ai une question de Tony. Oui, excusez-moi, pourriez-vous, s'il vous plaît, reprendre l'explication du mot-clé abstract, s'il vous plaît? Certainement. Donc, le mot-clé abstract, ce que ça l'implique quand tu écris abstract, c'est que cet élément-là spécifique n'est pas un élément concret. C'est seulement ce qu'on appelle un élément logique. Ça veut dire que c'est juste le regroupement des deux. Mettons que je twiste la question pour le faire fitter au B. La question qui fitterait avec le B, ça serait fais une réparation qui est effectuée par un maître ou un stagiaire. Les deux sont des employés de l'entreprise. Fait que là, dans ce cas-là, on aurait deux éléments, mais il faut quand même juste avoir une association parce que ça ne sera pas les deux en même temps qui le feraient. Fait que là, il faudrait que j'aille comme la représentation de l'employé, mais ça ne peut pas juste être n'importe quel employé. Là. Ça peut juste être soit le maître, soit le stagiaire. C'est dans ce cas-là que le abstract a sa place. OK. Est-ce que c'est plus clair? Oui, beaucoup plus clair, merci. Est-ce que c'est assez clair? Mais pour moi, c'est pas assez clair. OK, Ouais. on peut le reprendre. C'est pas un problème. C'est un des éléments qui va revenir, là, fait que c'est un bon moment pour jaser de ça. Donc, habituellement, un acteur, c'est une représentation d'un élément réel, une personne, un serveur, quelque chose de concret. Mais parfois, donc si on reprend ici l'exemple que je donnais, pour le... ici, je vais zoom in. Oui. Pour celui-là, le principe, c'est, admettons que je pose le problème suivant. Si je dis, je veux être capable de faire une réparation par soit un maître, soit un stagiaire, personne d'autre, ben, il faut que je sois capable de représenter la réparation à travers une seule association, mais cette association-là représente deux rôles, deux acteurs différents. Donc, il faut que j'aille comme un regroupement, mais ce regroupement-là, ça ne peut pas être juste lui tout seul. Il faut que j'aille un de ces deux-là. Donc, en mettant le abstract ici, ça dit que oui, OK, j'ai un regroupement employé, mais ça ne peut pas juste être lui tout seul qui fait la réparation, parce qu'il ne devrait pas avoir dans ce cas d'utilisation-là, dans le fictif, où c'est que c'est juste un maître ou un stagiaire, on ne peut pas juste avoir un employé tout seul. Ça ne devrait pas exister dans le cas d'utilisation courant. Fait que, on va avoir, quand c'est abstract, il faut absolument que ce soit une des deux spécialisations qui va être interpellée par, ultimement, le cas d'utilisation puis l'association à travers laquelle on passe. Si on interprète le B, s'il vous plaît, c'est-à-dire le staff peut travailler soit lui et le maître, soit lui et les stagiaires, c'est ça? C'est pas un « et » ici. Okay? Donc, le principe de la généralisation, c'est que le trainee est le staff. Ou est-ce que c'est ça que tu disais puis j'ai mal compris? Et le master, c'est ça? Pardon, ça a coupé. Peux-tu répéter? Soit le staff et le trainee ou le staff et le master, si on interprète ça, le tout. C'est ben, ça? C'est que c'est pas un « et », c'est un « est ». C'est un « être ». Donc, soit que la réparation, le staff, c'est un maître, ou le staff, c'est un stagiaire. Okay? Donc, il n'y a pas de « et ». Le principe, justement, de abstract, c'est que cet élément-là ne peut pas être un élément concret dans ce système-là. Là, ici, je parle en ce moment, c'est pas A la réponse, mais je te parle si... pardon, c'est pas B la réponse. Mais si c'était B, comment est-ce que ça pourrait marcher? C'est que
qu'il faudrait que ce soit un maître ou un stagiaire, personne d'autre. C'est un peu mélangeant. J'ai compris, mais parce que on est un peu confus parce que au début, quand vous avez expliqué les principes des généralisations, vous avez dit que dans les spécifications, les spécifications, elles font les mêmes actions. C'est-à-dire, par exemple, A reçoit B. Les B, elles peuvent faire les mêmes choses que A fait. Oui. Fait qu'ici, justement, le stagiaire peut faire la chose que le staff fait, qui est faire la réparation. C'est comme ça qu'on est capable de dire que le stagiaire est capable de faire la réparation. OK. Donc, dans ce cas-ci, soit le stagiaire, soit le maître qui soit capable de faire la réparation. Personne Exactement. Oui, mais dans l'autre cas, c'est les deux qui peuvent, en même temps, ils peuvent faire ce que les maîtres peuvent faire. Ben, ici, la différence, hein, c'est que on a le même principe pour le maître et le stagiaire. Le stagiaire est capable de faire ce que le staff fait, donc il est capable de faire la réparation. Le maître est capable de faire ce que le staff fait qu'il est capable de faire la réparation. Mais puisque c'est pas abstract, ça veut dire qu'il y a du monde qui peuvent être juste le staff, qui ne sont ni maîtres ni stagiaires. OK. Et ils ne peuvent pas faire d'autres choses. Non plus, parce que là, on n'a aucune. On n'a pas d'autre association. Donc, le staff est enfant? Exactement. Non, le staff, c'est le parent dans ce cas-ci. Oui, c'est ça. Donc, plus t'es haut, c'est le parent, c'est la version générale. OK. Parfait. J'ai une autre question de Swad. Oui, s'il vous plaît. Moi, quand j'ai fait l'exercice sans regarder les schémas, je me suis dit pourquoi ne pas mettre directement employé au lieu de mettre trois utilisateurs en fait. Genre employé, puisque tous les trois, il a dit ou tout autre employé, qui veut dire tout le monde peut le faire. Donc, on peut mettre employé, puis un trait vers le cas d'utilisation. Est-ce que ça se peut? Oui, ici, effectivement, là, le principe, c'est qu'on donne le choix, là, fait que c'est pour ça qu'on limitait académiquement la question. Mais ultimement, si ces deux-là ne faisaient rien de spécial, hein, s'il n'y avait pas d'autres associations, là, on pourrait penser que peut-être que ça fait partie d'un plus grand diagramme, là, tu sais, là. Mais effectivement, si ces deux-là n'avaient aucune autre association, on aurait pu les enlever ultimement du diagramme. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Excellent. J'ai une autre question de Bernard. Bon, oui, excusez-moi. Donc, c'est ça, si on va au numéro D, est-ce que ça signifie que les deux peuvent le faire? Non, excusez-moi. Est-ce que ça signifie que deux trainees peuvent le faire ou faut absolument un master? Si on le prend dehors, finalement, du contexte de la question. En le prenant à l'extérieur du contexte de la question, effectivement, avec ce diagramme-là, ça démontrerait que deux trainees pourraient faire la réparation. Puis, il y en a un qui... mais pas deux masters. Oui. OK, merci. Excellent. Super. Donc, on a fait notre première question. On continue. Donc, c'est toutes des bonnes questions en passant. Là. Ça démontre qu'on est en train d'apprendre. Tout va bien. Donc, on demande ensuite. On va zoomer un petit peu. Plus grand. Donc, j'ai le diagramme de code d'utilisation suivant. Donc, on peut voir ici qu'on a R, OK, on a une spécialisation Est, on a T, on a une spécialisation U, puis je demande avec quel cas d'utilisation est-ce que l'acteur U communique. Donc, ici on dit peu importe que les autres soient impliqués ou pas. Donc, est-ce qu'on a B, est-ce qu'on a C ou est-ce qu'on a J? Donc, quand on parle de communiquer, okay, c'est qui est capable de l'activer lui-même. Okay? Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on a de U? Ben, U, directement, hein,
il est capable de communiquer avec J, il est capable de communiquer avec C, puis même si ce trait-là n'était pas là, le principe, c'est que c'est une spécialisation de T, hein, fait qu'il serait quand même capable de communiquer avec J, avec l'association, à travers la spécialisation. Il n'est pas capable de communiquer avec B parce que il n'est pas avec un élément direct avec. Donc, quand lui il va activer C, C va activer B, mais ce n'est pas U qui active B. Je pense que ça fait pas mal le tour de ça. Est-ce qu'on a des questions pour celui-là? On est good. On est good une fois. On est good 2 fois. Oui. Oui, ben, maintenant, je comprends maintenant les principes de spécialisation. Comme le T, c'est une spécialisation de U, tout ce qui était fait... Fais attention, tu l'as dit à l'inverse. Ah oui, U est une spécialisation de T. OK. Tout ce que I peut faire, T peut faire. Donc, c'est l'inverse. Tout ce que T peut faire, U peut le faire. Parce que c'est U qui est la spécialisation. Ah, OK. Donc, comme I, elle est... OK. Oui, comme ça, j'ai compris. Excellent. Donc, faire attention, hein, c'est une des difficultés. Il faut comme pogner dans quel sens la flèche marche. Là. Donc, la flèche pointe vers la version générale. Générale, oui. Les spécialisations, elles pointent vers les flèches, vers les généralisations. Exact, exact. Donc, du côté qui n'a pas la flèche, c'est la spécialisation. C'est comme le contraire de la vraie vie. Hein? Habituellement, les parents peuvent faire tout ce que les enfants peuvent faire et même plus, mais là, c'est le contraire. Les enfants peuvent faire tout ce que les parents peuvent faire et même plus. Et voilà. Donc, j'ai une autre question de Anna. Je vois que tu t'es démuté, mais je n'entends pas ton micro. Ah, là, je pense qu'on est bon. Maintenant? Oui, on est bon. OK. Ma question, c'est le trait qu'on a mis entre l'utilisateur U et J. Mm-hmm. C'est pas une redondance parce qu'on a déjà celui qui est entre T et J? Excellente question. Et non, ce n'est pas une redondance. Donc, ici, quand je vois un code d'utilisation, le nombre d'associations indique le nombre d'acteurs qui vont être interpellés, qui vont être engrainés dans l'activation de ce code d'utilisation-là. Donc, quand on a J ici, ce que ça implique qu'on ait 2 associations, c'est qu'il va falloir avoir 2 acteurs distincts qui vont être, qu'il va falloir qu'ils travaillent avec ce code d'utilisation-là. Ça veut dire que pour activer J, il va falloir un T ou ses spécialisations et un U. Donc, il va y avoir 2 acteurs qui vont être requis pour travailler avec J. Est-ce que ça fait plus de sens maintenant? Oui. Donc, le principe, c'est que pour activer J, ça prend en fait un T et un U ou 2 U, hein, parce que le U est capable d'être un T. OK. Est-ce que ça fait plus de sens pour toi maintenant, Anna? Ah oui, merci. Excellent. Donc, j'ai ensuite une autre question de Nadja. Oui, s'il vous plaît. Si on inverse le sens de flèche de B vers C, est-ce que U peut communiquer avec B? Quand même pas. Donc, l'inclusion ici là, ne fait rien par rapport aux associations directes et la communication possible de U. Donc, quand on parle de communique, il faut qu'il y ait un trait soit direct ou soit à travers une généralisation des acteurs. C'est les seuls moyens qu'on communique directement avec les codes d'utilisation.
Ou une spécialisation d'un cas, non? Exact. Donc, comme ici, mettons S, hein, communique avec B à travers le fait que c'est une spécialisation de R. C'est la même. Parfait. J'ai une autre question de Bernard. Bon, mais... OK, quelqu'un... Rémi, bon, OK. Donc, le chose, le include, le U, finalement, il se trouve à communiquer 2 fois avec J parce que le C inclut le J. Et là, et en plus, il communique avec J. Comment est-ce que concrètement ça peut se matérialiser, ça? Fait qu'ici, là, c'est ça qu'il faut faire attention, là, parce que quand on dit que ça l'include, OK, le principe, c'est que ça devient, OK, actif. Puis à ce point-là, quand c'est actif, c'est pas nécessairement relié à l'association. Donc, quand on l'inclut, c'est que ça va faire les choses. Puis là, dépendamment de comment le diagramme, puis c'est une des faiblesses là, du use case diagram, là, quand on a des cas très complexes, c'est plus difficile à modéliser. Mais le principe, c'est que le J va activer le C à tout coup. Mais le principe, c'est que le U est capable d'activer le C tout seul dans le besoin. Est-ce que ça répond à ta question? Je ne suis pas certain d'avoir bien répondu à ta question. Pourquoi le J activerait le C? C'est ça? C'est le C. Ah, pardon, oui, j'ai lu ça à l'envers. OK. T'as bien raison. Même pour moi, des fois, il y a trop de flèches. Mais est-ce que les flèches sont les mêmes? C'est pas les mêmes. Non, c'est ça, là, ici, c'est que la flèche pointait vers le haut, puis pendant un instant, j'ai lu qu'elle pointait vers le bas. Non, c'est ça, c'est de l'inclusion, c'est pas de la spécialisation du tout. Là. J'ai une autre question de Rémi. Oui, juste pour... supposons que C serait un cas général, mettons pour un use case, mettons que D serait une spécialisation de C. Donc, disons, en bas de C, il y a comme un petit D, puis là, il y a une flèche d'inhéritance qui monte vers C. Vu que U communique avec C, mais que D est une spécialisation de C, U pourrait communiquer avec D, right? Oui. OK, donc ça c'est le seul cas où il n'y a pas de lien direct, disons, entre U et D, mais on peut l'inférer via l'inhéritance que D a avec C, c'est ça? L'héritage, oui, l'héritage fait tout le temps ça, en fait. OK, parfait, merci. Et j'ai une autre question. Excusez-moi, est-ce que je pourrais demander à Rémi de répéter ce qu'il a dit parce que le son coupait? Oui, en fait, je vais répéter pour lui. Là. D'accord, merci. Et il a demandé, OK, qu'est-ce qui arrive si on a D ici, OK, qui est une spécialisation de C. OK? D, il est connecté, il communique avec qui? Puis le principe, c'est qu'à travers la spécialisation, puisque D est une spécialisation de C, tout ce que C est capable de faire, D est capable de faire. Fait que D communiquerait avec U. Ça serait ça, sa seule communication. C'était ça sa question. Parfait. Donc, j'ai une autre question de Tolkien. Je me sens un petit peu mêlée là. Ici, c'est par exemple U, il peut activer C et par C, il peut activer G, mais au cas nécessaire, il peut passer sans C, il peut activer G, oui, mais T, il peut juste activer le G, il ne peut pas activer C. Exact. C'est bien? Oui, c'est exactement ça. Donc, j'ai une autre question de Caroline. Pardon, Caroline, tu n'es pas démutée. Merci. Quand on regarde un diagramme comme ça, c'est quoi l'histoire qu'il faut se raconter? On commence par quoi? Donc, souvent, tu vas aller regarder... là, ici, je vous le donne, c'est très, très, très académique. Hein, des acteurs T puis U, c'est pas
On est vraiment en train de voir la sauce des règles. Mais quand tu vas le regarder, habituellement, tu vas aller regarder ce qu'on appelle le cas d'utilisation principal. Celui-là qui a pas de lien, OK, ou que de tout le monde auquel on descend. Fait que comment je regarderais ça? Je regarderais premièrement comme c'est quoi C? Pourquoi c'est important C? C'est parce que c'est lui qui va comme possiblement tout activer les autres qui sont autour de lui. Puis à partir de là, on va avoir, OK, qui c'est qui active C? Puis là, habituellement, je vais, comme mettons, compter le nombre de liens. Fait que souvent, je vais juste savoir chacun des cas d'utilisation, ça prend combien de personnes. Fait que le C, il y en a juste un. OK, parfait. Le J, il y en a deux. Pourquoi est-ce que ça fonctionne à l'intérieur de ça? Le principe de conceptualisation des diagrammes de cas d'utilisation, c'est quelque chose qu'on va voir un petit peu plus tard. Fait que ça je vais peut-être retenir ta question en suspens là, pour une couple de semaines, là, pour quand on va tomber à une fois qu'on a les règles, on va être capable d'en créer nous-mêmes. Fait que ça va être plus là qu'on va voir comment interpréter le diagramme de cas d'utilisation, une fois que les règles sont dans la poche. All right. J'ai Carmen. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais m'assurer, si ma compréhension est bonne, supposons qu'on nous dise avec quel acteur communique avec le cas d'utilisation C? Est-ce que la réponse serait SRUT, par exemple? Enfin, si ma logique est bonne, sinon ça veut dire que je n'ai rien compris. Ici, quand on dit communique, c'est seulement la personne qui est interpellée par ce cas d'utilisation-là spécifique. Donc, ici, avec le C, quoique tu as raison, là, avec le include, il va avoir le. Puis là, ici, il faut faire attention parce que ça va être un R, avec le include, mettons qu'on regarde le B. Le principe, c'est qu'il va avoir le R, puis le S, possiblement, si le R, c'est un S. Mais ce n'est pas nécessairement un S. On va en voir plus tard, là, fait qu'on pourra revenir à ces questions-là en temps et lieu. Là. Mais ta compréhension initiale est pas mauvaise. Là, mais on va en avoir plein d'autres, des questions. Là, fait que je vais la retenir avec des cas plus spécifiques qui s'en viennent. C'était quoi sa remarque encore? Là, elle demandait c'est qui communique avec C? Puis là, est-ce que c'est tous les acteurs qui communiquent avec C à cause des includes et ainsi de suite? Là? On va avoir des questions qui vont traiter de ça. Là, fait qu'on va les garder. Là, on en a 6 autres questions. Je vais prendre une dernière question d'Aminé, puis après ça, on est descendu. Fait que, on va continuer avec ça. Donc, on demande justement quelle combinaison d'acteurs est capable de communiquer avec la combinaison B. OK? Ici. Donc, on demande, on a la liste ici. Là. Donc, qui est capable de communiquer avec le cas d'utilisation B? Est-ce que c'est X? Est-ce que c'est Y? Donc, seulement X ou seulement Y? Est-ce qu'il faut que ça soit X et Y? Est-ce qu'il faut que ça soit Y et Y? X et X, XXXX, XXY, donc toutes les combinaisons possibles de la chose. Fait que dans ce cas-ci, on a le cas B qui est la version générale, hein, c'est lui qui reçoit la flèche. Donc, on n'a pas besoin d'aller regarder A parce que la spécialisation, ça fait ses propres affaires qui n'a pas rapport avec la généralisation. On a seulement une association avec B. Ça veut dire qu'on a seulement un acteur qui va être interpellé par B. Puis, l'association pointe sur le X. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir la réponse qui est le 1 seulement. Donc, le X, dans ce cas-ci, l'acteur X. Est-ce qu'avec celle-là, on a des questions? On va voir qu'il y a d'autres variations qui s'en viennent aussi. J'ai une question de Ilham. Oui, monsieur, juste pour la flèche, si elle est pointue sur A, est-ce qu'elle va être la réponse X et Y? Si la réponse pointe sur A,
effectivement, ça serait en fait, il y en aurait 3. On va le voir. Si tu me donnes la prochaine question, répond à ta question. Est-ce que tu me laisserais passer à la prochaine question? Merci, merci. Si tu me le permets. Donc, même question. Donc, on a ici le A. On a la flèche, le B et la spécialisation. OK? Puis, on demande justement, OK, dans un cas de spécialisation, qu'est-ce qui arrive avec B? OK? C'est quoi les combinaisons d'acteurs qui vont communiquer avec B? Fait que quand on a de l'héritage, le principe, c'est qu'on est capable de tout faire. Qu'est-ce qui notre parent, qu'est-ce que notre généralisation va faire? Et il va donc ensuite y avoir des ajouts. Donc, le principe, c'est que quand on a le B ici, on doit faire tout ce que A fait. On fait tout ce que A fait. Fait que A a une association avec X. Ça veut dire que nous aussi, on va avoir une association avec X. Et en plus de ça, on a une association avec Y. Ça veut dire que B a 2 associations qui vont se faire en même temps. Une pour X et une pour Y. Et on regarde la réponse, c'est effectivement X et Y qui va être notre combinaison d'acteurs qui communiquent avec B. Ça explique clairement les spécifications que vous avez expliquées au début de cours. Oui, c'est ça. On a comme tout répondu aux questions dans les 2 premières, là, puis là, le restant, ça va bien aller. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On est pas pire. OK. Donc, on continue dans cette lignée-là. Ici. Donc, on a quelle combinaison d'acteurs communique avec le code d'utilisation qui est A. Donc, si on regarde un peu l'ordre des choses, on a le R, okay, qui est une version généralisée de S. On a le A qui est une... le R qui est généralisé de S. Ouais, S, c'est la spécialisation. On a G qui est la version générale. A qui est la version spécialisée. On a le extend, okay, donc G qui extend, il faut faire attention, le extend comme on le lit à l'envers. Le H, on a la version K qui est la version spécialisée de H, puis on a U qui est connecté à ça. Donc, quand on parle de communication, on n'est pas obligé de passer au travers de ces éléments-là. Moi, je regarde ici le A, puis je me demande, le A, avec quelle combinaison d'acteurs il va être capable de jaser. Donc, dans ce cas-là, on a le A qui va être une spécialisation de G. Donc, il va faire tout ce que G est capable de faire. Donc, qu'est-ce que ça l'implique, ça? Ça l'implique donc qu'on va avoir une association vers le R. Donc, le R va être capable de communiquer avec A. Mais là, on a quelque chose de spécial dans ce cas-ci. Le R a une spécialisation possible. OK? Donc, ça serait les employés, ça serait le maître. OK? Donc, ça peut être soit un employé ou ça peut être aussi le maître. Ça peut être la spécialisation qui va communiquer avec le A directement. Fait que dans ce cas-ci, ça va être R ou S qui est capable de communiquer avec le A. Et on regarde ici, c'est R ou S qui est capable de communiquer avec le A.
ça répondait à la question de tantôt, là. OK. Est-ce que ça va bien? Oui. Ça veut dire le choix, pas le... C'est la réponse 1 et 2. Exactement, là. C'est pas un « et ». OK. OK, merci. Parfait, parfait. Oui, c'est ça que j'allais faire comme commentaire. Fait que ici, il y a comme deux combinaisons d'acteurs différents qui le fait, genre soit R seul, soit S seul, mais pas la combinaison R et L. Genre, on a juste besoin d'une personne pour caler le nom, c'est ça. Exactement. Ici, je vais regarder un petit quelque chose. Parce que les spécialisations n'est pas associée avec d'autres acteurs. Peux-tu répéter ta question? Je ne suis pas certain d'avoir... Est-ce que les spécialisations ici, ouais. Parce qu'elle n'est pas associée avec d'autres... Exact. Ça fait en sorte qu'elle fait juste hériter. Ça veut juste qu'il y a juste une association. Ça veut dire qu'on peut juste travailler avec un acteur à la fois. OK. Comme ça, j'ai compris. Ah oui, j'ai une petite question. Si on regarde à droite, le H, K et U, là. Bon, OK. U communique directement avec H, right? Peut aussi le faire avec K. Donc là, la ligne qu'il y a avec K, est-ce que ça veut dire que ça prend deux utilisateurs U pour caler la spécialisation K? Yes. OK. Exactement. Puis, si on regarde le prochain, ça va être un peu le même principe. Donc, on demande avec qui est-ce que U est capable de communiquer. Ben, dans ce cas-ci, on va être capable de communiquer avec H. On va être capable de communiquer avec K. On n'est pas capable de communiquer directement. Le extend, ce n'est pas un lien de communication, c'est un lien d'utilisation. Fait que on a juste H et K qui est les bonnes réponses. En fait, ici, si on n'avait pas ce lien-là, on serait quand même capable de communiquer entre H et K. Parce que la spécialisation a tous les éléments de la généralisation. Donc, même principe, si on commence à poser d'autres questions connexes, le H a combien d'associations? Il y en a une. Le K a combien d'associations? Il y en a deux. Parce qu'il hérite de l'association du H. Ça fait en sorte que le cas d'utilisation K va avoir besoin de deux U pour être capable de s'activer, fonctionner, travailler, et ainsi de suite. All right. On continue. On est rendu à notre question 7. La réponse est... C'était H et K. Ah, c'est vrai, il n'était pas marqué, ça là. Question 7. On demande de faire une autre modélisation. Donc, je demande les administrateurs ou les secrétaires sont autorisés à prendre rendez-vous, mais personne d'autre. Donc, c'est soit des administrateurs, soit des secrétaires. Donc, je sens qu'il y a juste un acteur qui va être interpellé. Il va avoir donc juste une association. Et j'ai juste deux cas possibles. Donc, encore une fois ici, si je regarde mes différents diagrammes, les diagrammes où il y a deux associations, ça ne fonctionne pas. Autre élément, les administrateurs plus les secrétaires, ils n'ont pas de relation de généralisation, spécialisation entre eux autres. T'sais. Une secrétaire, c'est pas un administrateur, puis un administrateur, c'est pas une secrétaire. C'est ça le principe de généralisation. Donc, il va nous falloir une généralisation commune aux deux, qui seraient des employés. Mais là, le principe, c'est que c'est pas n'importe quel employé qui peut le faire. C'est seulement les administrateurs ou les secrétaires. Donc, le principe, c'est que, oui, OK, je vais avoir un regroupement qui représente les deux, une généralisation, mais cette généralisation-là va devoir être abstraite pour indiquer que
je ne peux pas, ça ne peut pas être eux directement. Il faut que ça soit une des spécialisations que je vais avoir définies. Fait que dans ce cas-là, on a barré les deux derniers. Le B ici, c'est pas celui-là parce qu'on ne veut pas qu'un staff, n'importe qui, soit capable de faire l'appointment. On veut juste que ce soit les secrétaires, soit les directeurs. Donc, le staff doit être abstrait. Donc, ça vient rejoindre ici notre première question. Est-ce qu'il y a des questions qui découlent de celui-là? Parce qu'avec ça, on aurait fait le tour des différentes versions de la chose. Des thumbs up, j'aime ça. On continue, on demande quelle combinaison d'acteurs est capable de communiquer avec le code d'utilisation B. Donc, avec le code d'utilisation B, là, on commence à être pas mal bon. Là. Donc, les flèches pointillées, on n'est pas capable de les suivre dans la communication. Les communications, c'est les associations directes. Donc, on a ici le R qui va être disponible comme acteur, mais le R, c'est une généralisation. Donc, j'ai-tu... Ah non, c'est juste un diagramme un petit peu moins complexe. Mais c'est sensiblement la même question qu'un petit peu plus haut. Donc, on va ici avoir R ou S. OK, donc c'est 1 et 2. R ou S qui est la bonne réponse. Question 9. On va avoir laquelle des affirmations suivantes. On va les cacher. Laquelle des affirmations suivantes sont vraies dans le diagramme? Donc, est-ce que A et B exécutent Y ensemble? Donc, pour que ce soit A et B, ben, il faudrait qu'il y ait deux associations pour qu'ils le fassent ensemble. Donc, est-ce que Y a deux associations? Non. Ça veut dire que la première, elle est fausse. Est-ce que A et B peuvent exécuter Y séparément? Donc, est-ce que A peut exécuter Y et est-ce que B peut exécuter Y? C'est ça qu'on est en train de demander. Donc, A peut certainement exécuter Y. Ça, c'est une association directe. Puis, est-ce que B est capable d'exécuter Y? Ben oui, parce que B ici, c'est une spécialisation de A. Hein? A, c'est la version générale. Donc, tout ce que A est capable de faire, B est capable de faire. Donc, B a une association avec Y. Le 2 est vrai. Puis, après ça, on va avoir le même principe de généralisation. On a A et B. Est-ce qu'ils peuvent exécuter Z ensemble? Ben, le principe, c'est que Z, c'est une spécialisation de Y. Il y a seulement une association. Fait qu'il y a seulement une association avec le Z. Puis, est-ce que A et B peuvent exécuter Z séparément? Ben, même principe. On a le A et B. A va être capable d'exécuter Z parce que Z, c'est une spécialisation de Y. Donc, ça reçoit tout ce qu'il est capable de faire. Est-ce que B a un lien avec Z à travers la spécialisation, là, puisque c'est une spécialisation de A, puis puisque Z est une spécialisation de Y. J'ai une question de Nadja. Je suis désolée parce que ma connexion est un peu bloquée, puis j'ai raté l'explication de question numéro celui d'avant, puis j'avais une question là-dessus. Certainement. Oui, non plus. Là où il y a l'abstract, là où il y a juste 7, question numéro 7, s'il vous plaît. Oui. C'est ça. Ici, moi, mon explication, quand j'ai vu ça, puis tantôt, j'ai posé la question vraiment dans la question numéro 1 pour savoir. Puis votre réponse m'a confirmé ce que j'ai compris moi. Et là, maintenant, quand je vois ça là, ça me dit que soit la secrétaire, soit le directeur peut fonctionner, peut faire un appointment, un rendez-vous. C'est exact. Et ici, et l'administrateur ou les secrétaires sont autorisés à prendre un rendez-vous. Et non pas les directeurs, l'administrateur. Oui, ici, c'est la traduction ici, c'est moi qui ai juste mal traduit. Le directeur, c'est l'administrateur.
Merci, j'ai passé toute une nuit à penser. Alors, envoyez-moi des mios dans ce temps-là. Là. J'ai parlé à 3 de nos collègues, j'ai demandé l'information parce que j'ai trouvé mélangeant. Pour moi, administrateur, c'est staff, j'ai trouvé ça plus proche. En tout cas, mon anglais n'est pas vraiment bon non plus. Merci. Maintenant, c'est clair, c'est ça l'important. Ouais, c'est bon. Parfait. Fait que on était bon avec celui-là. Il nous reste le dernière question 10 qui nous demande, bon, on a ici un paquet de différents éléments. On demande avec le code d'utilisation, avec quel code d'utilisation est-ce que l'acteur T communique-t-il? OK? Donc, peu importe qu'un autre acteur soit impliqué. Donc, on a D, on a F, on a E, avec lesquels est-ce que lui, il communique. Fait que, bon, fait qu'on peut se poser la question pour chacun. Est-ce qu'il communique avec F? Ben, on a une association directe, là, fait que c'est... Oui, il communique avec F, c'est le plus facile de la gang. Donc, ça, c'est pas un problème. Ensuite, est-ce qu'il communique avec E? Ben, pour communiquer avec E, on a différentes versions. Fait que, on regarde la première association. Ici, ça communique avec R, mais R, c'est une généralisation, puis T est une spécification de R. Fait que cette association-là est aussi disponible pour T. Donc, ça veut dire que T communique avec F et communique avec E. Prochaine question, est-ce que T communique avec D? Fait que pour se demander ça, on va regarder qui c'est qui communique avec D. Ben, on a S. S, c'est déjà une spécialisation, c'est déjà l'enfant, hein, fait qu'on ne peut pas remonter la flèche dans l'autre sens. Donc, il y a juste S ici, mais puis D est une version généralisée de E, mais encore une fois, E, c'est la spécialisation. S'il en ajoute, D, il n'est pas capable de faire ça. Fait que D a juste ce lien-là qui peut aller nulle part d'autre. Donc, il n'y a pas d'autre communication qui se fait avec D. Fait que D n'est pas connecté à D. Pardon, D n'est pas connecté à T. Ce qui fait en sorte que les deux seuls qui sont disponibles, c'est E et F. Puis ça fait le tour de nos questions 1 à 10 pour la représentation des use cases. Super. Donc, on va se prendre une petite pause, OK, pour se dégager l'esprit. Puis, en revenant, on va aller regarder comment construire des diagrammes de code d'utilisation avec les différents outils qu'on a vus, qu'on a installés durant les dernières semaines. Fait qu'on se prend une pause d'autour de 10 minutes. On revient à 6h20. Fait que pause, retour 6h20. Puis après ça, on va avoir à peu près 1 heure de technique pour créer des diagrammes. Puis après ça, le restant du cours va être là pour de la pratique et des exercices. On se revoit à 6h20. À tout de suite. Donc, c'est reparti pour la création de diagrammes UML. On va commencer avec l'outil de Visual Studio Code pour être capable de créer des diagrammes UML. Pour être capable de faire ça, on va préparer le tout pour vous montrer un peu comment fonctionne le logiciel. Donc, on a ici Visual Studio Code, comme il devrait probablement apparaître la première fois que vous le lancez. Le principe de Visual Studio Code, c'est que c'est un éditeur
en tout genre. Donc, c'est grandement utilisé autant pour des fichiers de programmation que pour du SQL, que pas mal pour n'importe quelle application qui utilise des fichiers texte. Donc, ça va vraiment être un outil qui va vous être utile à travers votre parcours. À chaque fois que vous avez un fichier texte à exister, Visual Studio Code est là. Il y a des extensions, hein, c'est ça qu'on a utilisé pour ajouter les capacités de PlantUML. Donc, c'est capable de lire des différents langages avec de la colorisation pour être capable de plus facilement utiliser puis présenter les informations de différents documents. Donc, comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur de Visual Studio Code? Il y a deux éléments fondamentaux pour utiliser Visual Studio Code. Il va y avoir la fenêtre d'édition. Okay? Dans la fenêtre d'édition, on va avoir différents onglets. Donc, ici, si je double-clique, je peux comme créer des nouveaux fichiers. Puis le principe, c'est que c'est comme des onglets de page web. Okay? Donc, je peux passer d'un onglet à l'autre pour aller voir différents fichiers que j'aurais ouverts. Donc, on va avoir cette capacité-là en tout temps. La deuxième chose qui est importante à comprendre avec Visual Studio Code, c'est qu'il travaille par projet. Donc, habituellement, les projets sont dans l'explorateur de projet qui est en haut à gauche. Donc, quand j'ouvre l'explorateur de projet, je peux voir ici qu'il y a deux sections. Il y a les éditeurs ouverts, donc je peux voir ici il y a l'onglet, puis si j'ouvre d'autres onglets, je vais pouvoir les voir apparaître dans cette liste-là. Puis après ça, il va y avoir le dossier du projet. Donc, le dossier du projet, ça va être en gros le dossier dans lequel je vais mettre tous les fichiers avec lesquels je veux travailler durant cette session de travail-là, et ainsi de suite. Donc, le principe, c'est je peux ouvrir le dossier, puis je peux sélectionner un dossier dans lequel je vais aller travailler. Moi, ici, j'ai un dossier dev, puis je me suis fait un petit dossier PlantUML, okay, dans lequel je vais pouvoir aller mettre des fichiers. Donc, en ce moment, il n'y a aucun fichier là, dans ce dossier-là. Donc, je peux ouvrir ça. Ça va rouvrir ma fenêtre de Visual Studio Code, puis je peux voir ici maintenant que j'ai le dossier PlantUML. Fait que je peux créer des nouveaux fichiers à l'intérieur de ça. Donc, je peux même créer juste des fichiers bytes, là, comme des fichiers texte. OK? Puis à l'intérieur, ceci est un fichier texte. Allô? Puis le principe, c'est que si je regarde okay, dans mon explorateur, donc moi je suis sur macOS, là, mais si vous utilisez l'explorateur Windows, c'est le même principe. Donc, dans mon dossier PlantUML, dans le dossier que j'ai sélectionné, j'ai le fichier texte okay, que je viens de créer. Donc, j'ai une représentation directe du dossier que j'ai ouvert dans Visual Studio Code à l'intérieur okay, de mon explorateur. Puis les différents fichiers, je peux les ouvrir okay, dans l'éditeur. Donc, je peux fermer les éditeurs, okay, puis avoir juste l'explorateur d'ouvert. Je peux voir ici que les Open Editor, il n'y en a aucun. Je peux quand même voir hein, le contenu de mon dossier qui s'appelle PlantUML à l'intérieur. Puis le principe, c'est qu'on va utiliser des fichiers texte avec une description des diagrammes. Puis PlantUML va être capable de générer des diagrammes à partir de ça. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est créer un nouveau fichier qui va être un diagramme de PlantUML. Donc, pour créer un nouveau diagramme, on va pouvoir créer un nouveau fichier. Donc, pour créer un nouveau fichier, il y a différentes manières. On peut double-cliquer dans l'explorateur, je peux faire un clic droit, je peux faire New File. Je peux aussi faire dans le fichier New File, c'est toutes des options disponibles. Un autre élément qui va être intéressant quand je travaille avec Visual Studio Code, ça va être ce qu'on appelle le Command Palette. Donc, la palette de commandes, ça va être en fait une série d'instructions possibles que je peux invoquer à n'importe quel moment. Donc, je peux ici aller dans le Command Palette. Moi, ici, j'ai les raccourcis pour macOS, là, mais si vous êtes sur Windows, ça va être CTRL-SHIFT-P à la place.
Donc, à n'importe quel moment, je peux cliquer sur CTRL-SHIFT-P. Donc, ici, quand je pèse dessus, ça m'apporte ce qu'on appelle le Command Palette. Puis, le principe ici, c'est que tu peux juste taper l'action que tu vas faire. Fait que, mettons, je veux un New File. Ben, je peux voir ici, les différentes options. Puis, je peux aussi voir le raccourci système pour être capable de faire cette action-là. Fait que pour créer un nouveau fichier, toutes les méthodes sont bonnes. Quand je crée le nouveau fichier, il va falloir que je choisisse son nom. Donc, le nom que j'y donne n'a pas d'importance en tant que tel, mais l'extension va être importante. Donc, le nom, je peux l'appeler, mettons, Use Case 1. Puis l'extension, donc je mets un point. Puis après le point, je mets l'extension. Puis l'extension, il faut que ça soit Plant UML. C'est ça qui me permet de savoir que ce fichier texte-là, ça va être un diagramme Plant UML que je vais pouvoir créer un diagramme avec. Fait que je vois ici que ça a créé le fichier. Je peux voir ici que c'est l'extension .plantUML. Je peux aussi vérifier que tout s'est bien passé. En bas à droite, là, je devrais avoir le langage. Ça se peut que vous ayez moins d'informations. Moi, j'ai un paquet d'extensions de plus. Là. Donc, il y en a un qui ça devrait être marqué plantUML si ça l'a sélectionné correctement la bonne extension puis le bon plugin. Fait que on va se créer un diagramme avec le langage de plantUML. Donc, le langage de plantUML, il faut avoir une balise de départ et une balise de fin, minimalement. Donc, on va commencer avec la première balise qui commence avec un A commercial. Ensuite, on va avoir le texte Start UML. J'ai une question de Nadja. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on ouvre en même temps avec vous? Est-ce que quoi? Est-ce qu'on ouvre nous autres un fichier aussi en même temps avec vous? Je vous conseille de l'essayer si vous voulez, mais s'il y a une problématique quelconque, je vous conseille de juste attendre, de regarder ce qu'on va faire ensemble, puis après ça, vous allez pouvoir regarder la vidéo pour essayer de voir s'il y a eu une erreur, puis si vous ne trouvez pas, durant la période d'exercice, vous allez pouvoir communiquer avec moi pour voir qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les problématiques. Est-ce que c'était ça ta question? Oui, parce que j'avais déjà une problématique. Fait que c'est ça. Le principe ici, c'est on le fait une première fois. Si vous essayez de le faire en même temps, puis à un moment donné, ça débloque, faites juste lâcher les mains, puis écoutez, voir qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, durant les périodes d'exercice, on va pouvoir résoudre ça ensemble. Parfait, merci. J'ai une autre question de Carmen. Oui, dans ce cas, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, de reprendre rapidement par où on a commencé, comme ça, on va suivre le fil en même. Merci. Oui, ben, le principe ici, c'est qu'on a créé un nouveau fichier. Hein? Donc, je ne sais pas à quel point tu veux repartir, là, parce qu'on a créé le nouveau fichier. Le nouveau fichier, j'ai donné l'extension plantUML. Puis, à partir de là, on a pu commencer à écrire le contenu à l'intérieur. Donc, c'est pas mal ça qui se passe. On est en train de créer notre premier diagramme. Donc, on a le Start UML. Il faut avoir une balise de fin aussi obligatoire. Donc, on va avoir le End UML. C'est comme le minimum viable. Ici, il va te donner un petit warning. Là, si tu regardes, là, tu peux donner un nom à ton diagramme au besoin. Donc, on pourrait l'appeler, mettons, Use Case Test. Donc, ça, c'est le minimum pour avoir un diagramme. Pour avoir un élément à l'intérieur, on va commencer à utiliser la nomenclature, la syntaxe qui va être disponible à l'intérieur de la spécification. Donc, si on regarde, la première chose qu'on va regarder comment faire, ça va être de créer des use cases. Donc, ici, on va pouvoir utiliser des parenthèses, puis à l'intérieur des parenthèses, je peux indiquer le nom du use case. Ici, je pourrais avoir cas utilisation 1. Fait que là, ici, j'ai le résultat de ça ici.
Là, pour être capable de visualiser ça ici, il va falloir ouvrir la fenêtre de visualisation. Pour être capable de faire ça, il y a différents moyens. La manière la plus simple, c'est de faire un clic droit. C'est un clic droit, blablabla, oui. De faire un clic droit dans notre éditeur de texte. Puis, on va avoir ici l'option Preview Current Diagram. On peut voir ici qu'on aurait pu aussi cliquer sur le bouton Alt-D pour être capable de le faire. Donc, quand on va faire ça, ça va nous donner un deuxième pane, un deuxième vallon de différentes fenêtres dans lequel il va y avoir notre code d'utilisation. En passant, cette fenêtre-là ici, je peux la déplacer pour que ça devienne gauche ou droite. Donc, je peux prendre l'onglet puis le déplacer à différents endroits. Donc, je peux l'avoir gauche à droite. Je peux les avoir dans le même élément. Je peux aussi l'avoir en bas. Moi, j'aime bien l'avoir en bas parce que ça me laisse de la place ici là, pour avoir ma documentation à côté. Donc, on a ici notre code d'utilisation. Si je change le contenu, le principe, c'est qu'une fois que j'ai ouvert le preview, ça prend quelques secondes, puis il devrait se mettre à jour par rapport à ce que j'ai décrit. Donc, je peux avoir d'autres cas d'utilisation, puis je peux voir que tant que je les mets entre parenthèses, on les a à l'intérieur. On a aussi la possibilité, à la place d'utiliser les parenthèses, comme la version syntaxe rapide, on a la possibilité d'utiliser le nom lui-même. Donc, je peux marquer use case, puis ensuite, je peux marquer le nom du use case. Donc, autre cas. Ici, je pense qu'il faut que je le mette entre guillemets si je veux faire ça. Ce qui me demande. Ouais. Donc, faire attention, les espaces ne sont pas gérés par défaut. Si on veut avoir d'autres éléments, il faut que ce soit entre double guillemets. Le plus simple, c'est d'avoir juste les parenthèses. On va aussi avoir la possibilité, ça va nous servir plus tard, de nommer ces use cases-là. Donc, je peux avoir le mot-clé as, puis je peux y donner un nom spécial que je vais pouvoir utiliser plus tard. Donc, je peux voir ici le UC1. Là. Il n'y a pas de représentation pour l'instant. On va créer cette représentation, on va utiliser cette représentation-là plus tard au besoin. Donc là, on a différents use cases. Parfait. On a ensuite la possibilité d'avoir des acteurs. Donc, pour les codes d'utilisation, on avait des parenthèses. Pour les acteurs, on va avoir des 2 points. Donc, avec les 2 points, ça me crée mes petits bonhommes qui sont les acteurs. Je peux aussi utiliser le mot-clé directement. Donc, encore une fois, je peux utiliser actor si je veux. OK. Puis, comme pour les codes d'utilisation, je peux utiliser le as. OK. Puis, ça va me donner cet élément-là comme étant un élément que je vais pouvoir faire référence plus tard. C'est comme y donner un nom spécial avec lequel je vais pouvoir y faire référence. Donc, j'ai la possibilité d'avoir des codes d'utilisation, mes ellipses, j'ai mes acteurs, mes petits bonhommes, OK? Ils sont faits. Qu'est-ce qui est intéressant avec PlantUML, c'est que PlantUML va décider de la disposition des éléments. Donc, je ne peux pas bouger les acteurs pour qu'ils soient plus hauts que les diagrammes de code d'utilisation.
lui va faire une gestion automatique de cette visualisation-là, de cette présentation-là. Donc, ça me permet de juste écrire la logique de mes diagrammes, puis lui va, OK, agencer la présentation. On a la possibilité de changer l'icône de l'acteur. Ce n'est pas quelque chose que nous, on va utiliser parce que les petits bonhommes, c'est bien correct. Mais on peut voir qu'on a la possibilité d'avoir des paramètres d'options que je pourrais mettre au début, là. Donc, le skin param, actor style, puis je peux aller changer, OK, cet élément-là pour avoir des, à la place des stick figures, d'avoir juste les têtes, ou sinon d'avoir des petits bonhommes avec des plus gros sticks. Donc, il y a différentes versions. C'est pas des choses que je vais vous recommander d'utiliser, fait que je laisse de côté. Quand on représente, encore une fois, c'est des choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas des choses que nous, on va beaucoup utiliser. Quand on représente les codes d'utilisation, on peut avoir beaucoup de texte dans le code d'utilisation si on veut. Donc, je peux voir ici, j'ai un use case, puis j'ai les doubles guillemets, là. Puis dans les doubles guillemets, je peux avoir un paquet de stocks incluant des lignes avec des dashes, okay, des lignes avec des égales, des lignes avec des 3 petits points pour la conclusion, pour avoir plus de stock à l'intérieur, mais ce n'est pas non plus des choses que nous, on va beaucoup utiliser. Fait que ça va bien. C'est pas nécessaire de regarder ça trop en détail. On va avoir le use package. En fait, nous autres, on va regarder, jusqu'à présent, on n'est pas pire, mais on va regarder comment, premièrement, avoir des associations, puis ensuite, comment avoir des systèmes. OK? Donc, pour avoir un système, pour mettre nos codes d'utilisation à l'intérieur du système, on va utiliser ce qui s'appelle un rectangle, hein, parce que c'est littéralement ça. Hein? Donc, je peux avoir un rectangle. Je donne un nom au rectangle, donc, mon système. Puis, après ça, à l'intérieur de ce rectangle-là, je vais avoir des accolades, donc un accolade ouvrante, un accolade fermante. Puis, je vais pouvoir aller mettre mes codes d'utilisation à l'intérieur du rectangle. Fait que je peux voir ici, juste en mettant le rectangle, je l'ai appelé mon système, j'ai mis mes codes d'utilisation, c'est venu mettre les différents codes d'utilisation à l'intérieur du dit rectangle. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir aussi commencer à travailler avec les associations. Donc, pour les associations, donnez-moi juste un instant. Ici, je vais juste bien identifier les choses. Parfait. Donc, on va être capable d'avoir, ici, on a différents types. Là. Nous autres, on ne veut pas nécessairement des flèches, on veut juste des liens. Fait qu'on va être capable de faire des liens entre un use case et un acteur, pardon. Donc, je peux utiliser ici le UC1 et l'AC1. Puis là, on va voir le but d'avoir des références. Donc, on s'était dit que quand on avait les différents codes d'utilisation, je peux utiliser le mot-clé as qui me permettait d'avoir un nom de référence. Ben, dans ce cas-là, ça me permet donc d'avoir le UC1 AC1, hein, qui est l'autre élément. Si je prends les informations, le principe, c'est que quand j'ai des informations qui sont à l'intérieur de quelque chose, il est... attends, ici. Donc, si je n'utilise pas les alias, qu'on appelle, je peux quand même redonner le nom complet
okay, du use case pour être capable d'avoir le lien. Okay? Donc, je peux soit utiliser le as, ou sinon, je peux réutiliser le nom que j'y ai donné pour être capable d'avoir mes associations. Ici, on peut voir comme les limitations là, de PlantUML, des fois, comme tu as des lignes qui sont un petit peu à des endroits inopportuns, mais quand on commence à faire des grands diagrammes, de ne pas avoir à perdre plusieurs heures sur le positionnement, puis que ce soit good enough, c'est souvent un atout primordial. Donc, on est capable d'avoir les liens avec les différents acteurs, on est capable d'avoir les différents use cases, on est capable d'avoir le système. Qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être aussi d'avoir différents types de flèches. OK? Donc, on peut aussi décider de la longueur des traits, OK? Avec le nombre de traits que je mets. Donc, plus il y a de traits, plus c'est long. Un autre élément, c'est qu'on peut avoir différents types de flèches. Donc, je peux représenter la généralisation qui s'appelle aussi l'extension, okay, ou le extension en anglais. Donc, on peut utiliser, puis là, on voit que c'est le symbole de la flèche. Ici, admettons, si, admettons, monde, c'est une spécialisation de autre. Je peux dire que monde, on fait autre. Ouais, ici, ça va être ici, j'ai mis le. Je l'ai mis en tant que AC1. On va le mettre en tant que AC2. Et on va juste prendre. Comme c'est ici. Hop. AC1, AC2. Ici, il ne l'a pas encore. OK, là, il l'a rafraîchi. All right. Donc, on peut voir ici, OK, qu'on a notre spécialisation qui est maintenant disponible pour être capable de représenter, OK, nos éléments. On peut faire la même chose avec les diagrammes. Donc, je peux faire et on peut toujours plus facile des données, des noms. Donc, habituellement, on met les références. Ça. Et voilà. Donc ici, on a notre représentation de notre diagramme. Je peux voir ici, on a la spécialisation du code d'utilisation. On a ici les différents éléments. On a la spécialisation avec les acteurs. Donc, on est vraiment capable de représenter pas mal tout ce qu'on a vu avec les diagrammes. Il va nous rester, donc on peut mettre des notes si on a besoin, mais nous, qu'est-ce qui nous reste à regarder? Ça va être le principe d'inclusion puis d'exclusion. Donc, il y a des éléments de plus, là, où c'est que tu peux changer la direction des flèches, les mettre d'un bord à l'autre, de décider où c'est qui va être pour avoir un petit peu plus de gestion par rapport à la présentation. Ce n'est pas des choses que moi, je veux qu'on s'attarde trop, mais on devrait être capable
de parler d'inclusion puis de extend. Donc, ici, en fait, je l'ai passé, cet élément-là. Passé. Non, ici. Ici. Donc, on peut avoir différents types de flèches. Donc, on va avoir ici une flèche qui va être pointillée. Donc, je peux aller du... on va l'appeler Use Case 3, celle-là. Comme ça, c'est facile à gérer. Donc, je peux partir du Use Case 2. Je peux avoir une flèche pointillée vers le Use Case 3. Donc, ça va me créer une flèche pointillée ouverte. Puis, je peux donner un nom à cette chose-là pour parler d'inclusion ou d'extension. Donc, on peut avoir la flèche avec le include qui va avoir nos différentes informations. Ici, ah ouais, parce que là, j'y ai donné un nom. Alors, mettre UC3. Donc, on a ici le diagramme complet de qu'est-ce qui peut être représenté. Puis là, le principe, c'est que vous allez avoir aussi plein d'exemples, okay, sur lesquels vous allez pouvoir vous fier sur le lien que je vous ai donné pour la gestion de ces diagrammes-là. Donc, avec PlantUML, on est capable d'avoir, avec du texte, des représentations des différents diagrammes qu'on va voir dans le cours. Fait que ça, c'était notre première version des choses avec Visual Studio Code. On va aller regarder la deuxième avec Visual Paradigm. Oh, j'ai une question de Tony. Oui, alors on va déjà vers un deuxième point. Moi, sincèrement, je n'ai pas compris grand-chose. Okay. C'est un langage, le PlantUML, que je ne connais pas du tout. Effectivement, c'est normal. Personne n'avait jamais vu ça avant. Ouais, donc la syntaxe, là, moi, je ne comprends pas trop. Je vois, vous avez un code au-dessus et puis un graphique en bas. Oui. Est-ce que c'est le code qui génère ces petits dessins qu'on voit? Exactement. Alors, comment on le fait? Parce que moi, j'essaie d'écrire en même temps que vous, mais moi, je n'ai pas vu le dessin en bas. Donc, je ne peux pas voir effectivement le résultat. Et ensuite, bon. Fait qu'ici, est-ce que tu as réussi à suivre pour ouvrir le Preview Current Diagram? C'est ça qui ouvre cette fenêtre-là qui va avoir le contenu. Mais il donne les erreurs. Ben, dans ce cas-là, ça se peut que vous ayez écrit quelque chose de pas correct, OK? Ce que je vous conseille, c'est d'essayer de partir en copiant les exemples du lien du site de PlantUML. Comme ça vous assure d'avoir une version correcte. Donc, admettons ici, je m'en fais un autre, là. Fait que PlantUML. OK, je peux prendre, mettons, cet exemple-là ici. Tu peux cliquer ici, ça va le copier directement. Tu peux l'avoir ici, puis là, quand tu vas le générer, tu devrais avoir le même diagramme que qu'est-ce qui est là. Si ce n'est pas le cas, puis ça génère une erreur, là, on pourra regarder ensemble durant la période d'exercice, voir est-ce que c'est l'installation qui ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui a mal été, des choses comme ça. Fait que le principe, c'est qu'on vient de voir la syntaxe au complet. C'est ça qu'on vient de faire durant la dernière heure. D'accord. J'ai une autre question de Bernard. Oui, en fait, c'est mon dessin, peut-être qu'on peut le regarder plus tard. Mon dessin fait quelque chose d'étrange. J'aimerais comprendre pourquoi. Donc, je pense qu'on va revenir plus tard. Oui, définitivement. C'est pour ça que la période de questions et d'exercices existe. Super. Donc, on a cette partie-là de fait. On va avoir ensuite
la partie de Visual Paradigm. Laissez-moi sortir les choses. On est supposé déjà l'avoir installé, Visual Paradigm. Oui, c'était dans les logiciels que je vous avais demandé d'installer dans le début de la session. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez le faire ce soir. C'est juste une installation directe, il n'y a pas rien de spécial qui vient avec. On va juste visualparadigm.com. Oui, exactement. Ou on va juste chercher Visual Paradigm, c'est le Community Edition. Ici, ça... OK. Je vais repartir d'où c'est que vous allez partir. Parfait. Donc, quand on part, on a ce bel environnement-là. Puis, à chaque fois, il va vous demander comme est-ce que tu veux l'activer, blablabla. Tu peux l'activer. OK? Donc, quand tu l'actives, ça va juste te demander un nom puis un courriel. Tu peux utiliser ton courriel de l'école. Puis, ça va t'envoyer un numéro de série. Il n'y a pas rien à payer ici, là. OK? C'est juste des limitations du Community Edition. C'est pas un problème. Fait que je voulais vous montrer ça en premier, là, avant que moi je l'enregistre aussi, là. Mais le principe, c'est que tu as juste à marquer ton nom, ton adresse, tu cliques sur Continue, ça va envoyer un courriel avec le code, puis ça va arrêter de te demander plein de fois qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Fait que le principe de Visual Paradigm, c'est fait aussi... Oui? Quel courriel il faut utiliser? Tu peux utiliser ton courriel qui... Donc, ça ne sera pas par Mio, là, mais tu as accès à Office 365 avec le Collège de Bois-de-Boulogne qui utilise, je crois, ton numéro de DA. Mais ça, je ne suis pas 100% certain. Là. Au pire, tu peux communiquer avec la conseillère pédagogique Sabine pour être capable de s'assurer que tu as l'accès au courriel de l'école. Ou tu peux aussi le faire avec ton courriel personnel. Là. Ça marche aussi. Il n'y a pas de limitation sur le Community Edition. Donc, on a cet environnement-là. C'est fait pour faire des diagrammes. Donc, c'est fait pour faire des diagrammes UML. Puis plus tard, dans d'autres éléments de base de données, vous allez voir que c'est aussi fait pour faire des Entity Relationship Diagrams. Mais pour l'instant, nous autres, on va se concentrer sur les diagrammes UML. Fait que, on va pouvoir ici faire un petit plus sur le diagramme UML. Je pourrais aussi cliquer sur le New, puis sélectionner qu'est-ce que je veux faire. Donc, on peut cliquer ici sur le plus du UML. Je peux aussi aller regarder dans le Diagram Navigator. Là, ici, on a un onglet à gauche dans lequel je peux voir tous les diagrammes possibles qu'il est capable de faire. La première liste, c'est les Use Case Diagrams. Je pourrais faire ici un New Use Case Diagram. Donc, il y a un paquet de manières d'ouvrir et de créer un nouveau Use Case Diagram. J'ai une question de Tony. Oui, on ne devrait pas l'installer d'abord pour pouvoir vous suivre. Ça fait 2 semaines que je vous ai demandé de l'installer. Donc, oui, okay. Exactement. Donc, à ce point-ci, si ce n'est pas fait, tu peux le faire durant la période de questions, mais j'ai pris les 2 dernières semaines de période de questions pour répondre à du monde qui demandait comment l'installer. OK. Donc, on a donc la création de diagrammes UML. À l'intérieur, on va voir les différents diagrammes qu'on peut créer. Puis, nous, on va sélectionner le Use Case Diagram. Donc, après ça, ça va nous demander quel Use Case Diagram on peut faire. Tu peux en sélectionner plus tard là, pour en regarder là, des différents déjà préfaits. Mais nous autres, on peut commencer avec un diagramme vide. Donc, on a le diagramme vide. On peut y donner un nom. C'est à votre choix. Puis, on peut cliquer sur OK.
Donc ici, on a juste une petite fenêtre, c'est juste des informations, donc on peut fermer ça pour l'instant. Donc le principe de Visual Paradigm, c'est dans son nom, c'est visuel. Donc ça va nous donner pas mal plus de facilité pour planifier où vont être les différents éléments. Donc à gauche, on va avoir les différents éléments que je peux insérer. Puis, dans la partie principale, je vais avoir comme l'environnement que je suis en train de créer. Fait que pour être capable de créer un nouvel élément, je vais pouvoir prendre un élément de la partie de gauche, puis simplement le click and drag. Donc, je peux le sélectionner avec ma souris, je le drague, puis il va apparaître à l'intérieur de mon environnement. Donc là, ici, on peut voir que j'ai pris le système, notre comme méga boîte, qui va nous permettre d'avoir les informations à l'intérieur. J'ai une question de Rémi. Un fan de la programmation, mais étant donné qu'un diagramme, c'est essentiellement visuel, pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser Plant2ML puis faire ça à la main versus un outil comme ça là, qui est déjà visuel? Excellente question. Donc, Visual Paradigm va être intéressant quand on a des petits diagrammes à faire. Okay? Parce que justement, la partie visuelle va être plus intéressante. Plant2ML va être utilisé quand on va avoir des diagrammes plus larges à créer ou quand on va vouloir être capable de sauvegarder ces diagrammes-là d'une manière plus, comment dirais-je, réglementée. Okay? Donc, quand je vais vouloir être capable d'avoir un historique des différentes versions, de l'avoir en code va nous permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité sur savoir est-ce qu'on a rajouté quelque chose, est-ce qu'on a délité des choses. Dans Visual Paradigm, de faire de la comparaison de diagrammes, c'est presque impossible. Donc, c'est deux outils qui ont les deux leurs forces puis leurs faiblesses. Là. OK? C'est pour ça que je montre les deux. Est-ce que ça répond à la question? Oui, très bien, merci. Excellent. All right. Donc, on a le principe de click and drag. On a aussi la possibilité de faire un clic droit dans l'environnement, puis de pouvoir rajouter une forme, un élément quelconque. Puis on peut voir ici qu'en fait, c'est comme les mêmes qui sont à gauche là, qui vont être disponibles. Donc, admettons que je veux créer un acteur, je peux l'avoir. Je peux aussi le draguer du côté. C'est le même principe. Donc, une fois que j'ai ces éléments-là, je peux aussi cliquer sur les parties textuelles. Donc, mettons qu'on a le directeur de tantôt. OK, puis qu'on a les stagiaires. Donc, on peut renommer les choses comme on a besoin. À partir de là, je peux aussi comme draguer les choses, mettre mes différents use cases. On voit qu'ils apparaissent à l'intérieur. OK? Donc, quand je drague la grosse boîte, ils viennent avec. Je peux les agrandir au besoin. Je peux en avoir plusieurs. C'est pas un problème. Donc, on a le placement des éléments initiaux qui est disponible avec Visual Paradigm. J'ai une question de Nadja. Oui, monsieur, excusez-moi. Est-ce que pour arriver ici, est-ce qu'on devrait ouvrir un nouveau projet? Parce que j'ai raté un peu, j'étais en train de faire Tu vas vouloir créer un nouveau diagramme. Donc, à partir du diagramme Navigator, tu peux ici créer un nouveau Use Case Diagram. Donc, tu vas pouvoir en créer un nouveau. Si on le fait rapidement pour se rendre jusque-là, OK, ça en crée un nouveau derrière. Là, ici, je vais retourner sur le mien. Comme ça. Diagramme Navigator New. Au pire, si tu as manqué, tu peux juste continuer à suivre. Puis, c'est pour ça que je mets la vidéo immédiatement après. Tu vas pouvoir revenir puis réécouter la vidéo pour faire chacune des étapes au bon moment. Allez-y. Merci. Donc, on a la possibilité de rajouter les différents éléments. OK? On est bon. On a le système, on a les use cases, on a nos acteurs.
la prochaine chose qu'on va vouloir faire, c'est d'avoir les associations. Hein? Donc, on peut avoir ici les associations. Puis, si je le drague, ça ne fonctionne pas, l'association. Hein? Parce que le principe, c'est que l'association est entre deux éléments. Donc, quand je le sélectionne, je vais pouvoir sélectionner un premier élément. Hein? Fait que j'ai cliqué sur le directeur, puis là, je vois que quand je bouge, l'association me suit. Là. Fait que là, je peux aller sélectionner avec quel cas d'utilisation ça va venir être associé. Puis à partir de là, l'association est faite. Puis si je le bouge, OK, l'association va rester liée à mon élément. Donc, je peux cliquer sur l'association puis faire un lien entre les deux. J'ai une autre méthode possible. Puis je peux voir ici que la généralisation va être là, les inclusions, les extensions vont être là. Donc, si je peux faire le include, je peux ici cliquer, avoir le include entre les deux. OK, c'est disponible. J'ai une deuxième manière de représenter les associations, une manière comme un petit peu plus rapide. Donc, quand je clique sur un des éléments, je vais avoir le bouton en haut à droite qui va me permettre de générer qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, est-ce que je veux une association? Est-ce que je veux une généralisation? Est-ce que je veux une dépendance, une inclusion? Ben, il n'y a pas d'inclusion parce que c'est avec un acteur. Là. Mais mettons que je veux une association. Puis, à partir de là, je peux la créer. Puis, ça va me créer automatiquement un use case qui va venir avec. Donc, je peux en créer un avec un nouvel élément qui vient avec. Puis, on peut voir ici, je peux tout bouger, là, puis ça vient automatiquement. Aussi, je peux cliquer, puis juste faire un clic, puis le relâcher directement. Là. Donc, je clique et je garde. Ça va me permettre directement de me lier à un use case, puis être capable de sélectionner qu'est-ce que je veux. Donc, je veux une association. Si après ça, je veux avoir, mettons, une généralisation entre les deux, je peux cliquer, je lâche ça sur le stagiaire, puis ça me dit qu'est-ce que je veux? Je veux une généralisation. Puis à partir de là, quand je bouge les choses, ça essaie de le garder le plus possible correct. Puis si je veux, je peux rebouger les choses au besoin. Donc avec ça, on a les différents éléments qui apparaissent avec. On a aussi, avec celui-là, le principe d'avoir un auto-layout. Donc, il est capable d'essayer de faire la meilleure chose possible, un peu comme PlantUML, là, mais lui, des fois, il fait des choses un petit peu loufoques. Mais on a la possibilité de, comme dis-moi, essayer de me mettre les choses correctes, là, puis au pire, je vais les réagencer correctement par la suite. J'ai une question de Yunus. Oui. Juste, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le principe de spécialisation? Bien, la spécialisation, c'est de la généralisation à l'inverse. Oui. Fait que, tant que tu as la flèche de généralisation, c'est la même chose. Tu fais juste dans l'autre sens si tu veux avoir une spécialisation. OK. Et si on fait un autre diagramme, est-ce que cette plateforme virtuelle des paradigmes, est-ce qu'elle peut nous générer de code? Non, elle ne peut pas générer de code derrière. Donc, c'est ça la défaillance de Visual Paradigm. Pour les diagrammes UML, c'est un format qui est propriétaire. On n'est pas capable de sortir ça. On peut le sortir en image, là, mais tu ne peux pas avoir une version qui est portable vers d'autres programmes. Ultimement, quand vous allez faire des versions pour les diagrammes relationnels, qui va ultimement devenir des bases de données, tu peux convertir le diagramme en code SQL, mais pour faire ça, il faut avoir la version payante, qui coûte plusieurs centaines de dollars par mois. Là, fait que c'est habituellement pas des choses qu'on va utiliser. Parfait. Fait que ça fait le tour de ça. On est capable de créer les acteurs, on a les différentes versions, clic droit, add shape, les différents éléments, le lien qu'on peut cliquer. On peut cliquer directement sur le piton en haut à droite. On a le auto layout qui me permet de
y aller. Puis là, on a différentes versions. On peut y aller dans les layouts, là, hierarchical, orthogonal, tree style. Ah ouais, c'est pas un arbre. Puis avec ça, on est capable d'avoir des éléments. On peut voir qu'il est aussi conscient là, okay, que c'est supposé être les acteurs à l'extérieur, les use cases à l'intérieur. Il essaie de garder ça en considération. Parfait. Fait que avec ça, on va être capable de créer des diagrammes UML de différentes manières. Donc, soit avec PlantUML, soit avec Visual Paradigm. Donc, on serait prêt à commencer notre section sur les exercices de ce soir. Donc, le but des exercices de ce soir, on va reprendre notre questionnaire. Puis, le but des exercices de ce soir, ça va être de prendre chacun des numéros, de prendre le diagramme. Donc, pour, mettons, la question 1, là, vous en prenez un de la gang, là, la réponse, admettons. Puis, vous allez le faire soit en PlantUML, soit en Visual Paradigm. Okay? Moi, ce que je vous conseille, c'est d'alterner. Si vous avez le temps de toutes les faire, faites les deux pour chacun. Mais le principe, c'est que les exercices à faire aujourd'hui, c'est de refaire les diagrammes du questionnaire avec Visual Paradigm et PlantUML. Donc, la semaine prochaine, on va regarder ensemble quelques versions de ça, voir s'il y a des éléments qui sont plus difficiles à faire avec l'un ou avec l'autre, pour être capable de bien se pratiquer à la création de diagrammes d'utilisation. Le principe, c'est que là, c'est comme la première fois qu'on utilise PlantUML, c'est la première fois qu'on utilise Visual Paradigm. C'est là qu'on va vraiment prendre le temps de faire les choses pour ça. Au fur et à mesure qu'on va faire différents diagrammes, le principe, c'est que PlantUML va être capable de faire la même genre de choses, mais on n'aura pas besoin de reprendre autant de temps. Là, on va être un petit peu plus formé, puis on va mélanger ça avec les exercices normaux de compréhension. Mais je veux vraiment prendre une période pour être capable de se familiariser avec les deux outils, puis être capable de se pratiquer avec pour pas qu'il y ait de problème à créer des diagrammes UML. Younes, avais-tu déjà répondu? C'est une main qui était levée depuis tantôt. Oh, c'était déjà levé depuis tantôt. Par oubli. Pas de problème. Excellent. Fait que ça, c'est ce qui s'enligne pour nous ce soir. Donc, comme pour la semaine passée, le principe, c'est que pour l'instant, je fermerai la séance de Zoom. Comme ça me donnerait accès aux vidéos immédiatement. Je pourrais mettre la vidéo en ligne tout de suite, puis dans une vingtaine de minutes à peu près, je réouvrirai la séance de Zoom pour que le restant de la période soit utilisé pour des questions. Fait que le principe, c'est s'il y a des affaires qui n'ont pas marché avec la présentation. Donc, le principe ici, c'est je vais remontrer la présentation, fait essayer de la refaire. Puis si à un certain point dans la présentation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez revenir à l'intérieur de la salle de Zoom et poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général avant que j'arrête l'enregistrement et que je ferme la séance de Zoom pour être capable de poster la vidéo sur YouTube le plus vite possible? Monsieur, vous pouvez me donner un exemple sur les premiers exercices, sur les premiers exercices ici sur les A. Oui. On peut avoir juste un exemple pour qu'on puisse travailler les autres. Ben, le principe, c'est si, admettons, tu vas aller voir des exemples de PlantUML, oui, les liens que je vous ai donnés ont un paquet d'exemples qui sont à même la documentation. Même principe pour Visual Paradigm. Quand tu crées un nouveau diagramme, okay, tu peux sélectionner différents diagrammes qui sont déjà préfaits si tu veux avoir des exemples plus concrets. Là. Puis sinon, du côté de PlantUML, quand tu regardes dans PlantUML, tu as plein d'exemples de code
incluant à la fin ce qu'il appelle un complete example. Ici. OK? Avec pas mal tout ce que c'est possible qu'on ait besoin de faire. Ok, merci. C'est un forgeron qu'on devient forgeron. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question de Bernard. Et désolé, donc, est-ce que vous allez nous mettre dans des salles, une personne par salle ou plusieurs personnes par salle? Le principe ici, c'est que pour l'instant, je vais fermer la séance de Zoom pour que j'aille la vidéo tout de suite. Parce que l'enregistrement de Zoom, il faut que je ferme la séance. Je sais, mais après... Après, le principe, c'est que vous pouvez venir, puis s'il y a plusieurs personnes, je vais commencer à ouvrir des salles. Ou sinon, ben, s'il y a une personne qui rentre à chaque 5 minutes, ben, je réponds à la question juste dans la salle principale. Fait que si vous venez, puis il n'y a pas juste personne dans la salle principale, c'est que je suis dans une salle à part avec un étudiant, puis je vais arriver dans quelques minutes quand je vais avoir fini avec l'étudiant. OK, merci. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions pour terminer aujourd'hui la partie magistrale? Moi, j'ai une question. Oui. C'est quoi le but de ce diagramme? Pourquoi Ici, on doit le créer? Ben, le but du diagramme, du use case, ça va être pour représenter les utilisations d'un système. Donc, ultimement, notre but, ça va être de prendre une description d'un problème, okay? Donc un pitch d'un client d'un système, puis il va falloir être capable de créer le diagramme de code d'utilisation de ce système-là. Est-ce que cela répond à ta question? Non, mais je ne comprends pas parce que la base de données, on peut le créer sans diagramme, n'est-ce pas? Tu peux toujours tout créer, puis tu peux aussi programmer sans avoir jamais parlé à personne, mais ça va te causer beaucoup de problèmes de conception parce que d'écrire du code directement, c'est jamais la bonne option pour avoir un programme qui va être fiable, qui va être extensible, puis qui va être maintenable. Donc, c'est ça que les diagrammes viennent faire. On va créer le diagramme et après, on va créer les bases de données. Hein? Est-ce que d'abord, on va créer le diagramme et après, on va créer les bases de données? Comment ça fonctionne normalement? Exactement. Donc, la première phase de conception, c'est de là que vont venir les diagrammes. Une fois que les diagrammes vont être établis puis que tout le monde s'entend sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, il va y avoir de la partie de programmation, de la partie de création de bases de données. D'accord, monsieur. Mais c'est exactement comme l'ingénieur, il va faire son plan avant de construire la maison. Exactement. Là. Tu ne commences pas en appelant le gars des briques. Ce n'est pas la première étape. Là. Je regarde ici, programme concepteur de analyse de modélisation. As-tu quelque chose à... OK, on est bon? Parfait. Fait que si on n'a pas d'autres questions, je vous laisse le temps d'y penser. Vous avez le droit d'avoir d'autres questions. Vendu une fois. Vendu 2 fois. Vendu 3 fois. Moi, j'en ai une. Non, c'est bon. Allons-y. Non, c'est bon. OK. Parfait. Fait qu'on va arrêter l'enregistrement.